Bonjour tout le monde. Alors, merci d'être là. Je me présente Nasreddin Nasri, je suis le modérateur de ce beau panel. On a des speakers de très grande qualité et je pense qu'on va passer un très bon moment. Alors, le panel se déroulera de la manière suivante. Je vous ferai une petite introduction pour synthétiser un peu le panel. Ensuite, je donnerai la parole à chacun des intervenants. On veut que ça soit vraiment dynamique, on est entre nous. Donc franchement, n'hésitez pas. Priorité au public. Donc si vous voulez intervenir, rebondir sur un sujet, n'hésitez pas à lever la main et c'est gratuit. Alors, le panel, c'est au-delà du terrain, le football, vecteur de développement. Aujourd'hui, le football dépasse le simple cadre du sport. Il est devenu un phénomène économique, social et culturel global, un langage universel et un instrument stratégique de développement et de rayonnement. En Afrique, il s'affirme comme un levier de transformation nationale et continentale, capable de gérer de la croissance, de renforcer la cohésion sociale et d'accroître l'influence internationale des nations. Sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, le Royaume du Maroc a placé le sport, et particulièrement le football, au cœur de son projet de société. Le football marocain s'est imposé comme un modèle africain international, on l'a vu à la Coupe du Monde 2022 et dernièrement à la Coupe du Monde U20, grâce à une politique fondée sur 3 points. Le premier point, la formation des jeunes talents incarnée par l'Académie Mohamed VI de football, véritable vivier de joueurs d'élite. Deuxième point qui me paraît très important, le maillage territorial d'infrastructures sportives avec des centaines de terrains de proximité, des centres de formation régionales et de modernisation des grands stades du Royaume. On l'a vu dernièrement avec le complexe Moulay Abdellah et ici le stade de Tanger qui, vous avez un vrai bijou dans votre ville. Le troisième point, l'avant-dernier, une stratégie de détection et d'accompagnement de la diaspora renforçant le lien entre les talents marocains d'Europe et les structures nationales. On l'a vu notamment avec, on va dire, entre guillemets, le recrutement de Brahim Diaz, d'Elias Ben Seguir, qu'on a pris de l'Espagne et de la France. Donc, ce mélange entre la formation marocaine et cette diaspora est très intéressante. On l'a vu, ça a porté ses fruits. Et enfin, la professionnalisation de la gouvernance sportive portée par la Fédération royale marocaine de football, devenue une référence continentale. Le sport en tant que secteur économique représente un marché à fort potentiel. Il favorise la diversification des revenus, stimule le tourisme et renforce la cohésion territoriale. Sur le plan social, il promeut des valeurs de discipline, d'unité et d'espoir, particulièrement auprès de la jeunesse africaine. Enfin, cette session mettra en lumière le football non seulement comme spectacle, mais comme un outil de transformation économique, sociale, de diplomatie en explorant les synergies entre investissement, gouvernance et performance. On va commencer par donner la parole à M. Amin Zariat, qui est président de Tibu Africa, c'est bien ça? Oui. Alors, vous pouvez vous présenter au début et ensuite, je voudrais que vous interveniez sur le sujet suivant. Comment la stratégie marocaine sous la vision royale peut-elle inspirer la structuration du football africain comme levier de développement durable? En tout cas, merci. Je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie les organisateurs de ce beau forum.
C'est presque la troisième fois que je me retrouve dans cette belle salle pour parler du sport et sport pour le développement, notamment pour le continent africain. Alors, moi c'est Amine, je suis le président fondateur de l'ONG Tibu Africa, qui est une locomotive nationale du sport pour le développement au Maroc, avec une présence sur 56 villes dans les 12 régions du royaume, avec une capacité d'encadrer sur le terrain 300 000 jeunes filles, garçons, ex-détenus, femmes, migrants, réfugiés, en utilisant le sport comme un levier d'éducation, d'inclusion socio-économique et d'entrepreneuriat, mais aussi avec une présence en Tunisie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Madagascar, au Kenya, au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, il y a des référentiels stratégiques très importants et qui sont très inspirants. Le premier, d'abord, c'est la Constitution. Au Maroc, et nous sommes parmi les rares pays dans le monde où le sport est un droit pour chaque citoyen. Ensuite, il y a la lettre royale de Sa Majesté en 2008. Vous parlez justement de la politique royale. En 2008, le roi du Maroc s'est adressé au mouvement sportif et à l'ensemble de la famille du sport. Et il a expliqué comment le sport et le football et d'autres disciplines peuvent être utilisés autrement, au service des politiques publiques, notamment la santé, l'emploi, l'égalité des genres et autres. 3, c'est le nouveau modèle de développement. En 2021, le Maroc a adopté un nouveau modèle de développement où le sport est pris comme vraiment une brique afin qu'il soit une nécessité institutionnelle et identitaire. Et en dernier lieu, c'est le programme gouvernemental avec tous les investissements qu'on est en train de voir, mais aussi avec une approche qui est aussi sociale, qui est aussi basée sur la proximité. Et donc, pour moi, en fait, aujourd'hui, il y a ces référentiels qui nous inspirent et qui nous permettent justement, nous, autant que société civile, mais les acteurs qui sont présents avec nous, Gabriel aussi, qui gère de belles plateformes de footballistique ici au Maroc, d'innover, d'attirer les jeunes et d'utiliser le sport au service de l'emploi à travers notamment les programmes d'employabilité qu'on offre aux jeunes, notamment les formations qui s'organisent et qui permettent aux jeunes de développer des compétences à la fois techniques, comportementales et entrepreneuriales. Et on a vu justement récemment l'investissement qui se fait dans le cas de la formation, que ce soit pour les coachs de haut niveau, mais aussi pour les jeunes qui veulent devenir coachs pour les petites catégories, que ce soit les enfants, les U14, les U16 et autres. Et tout ça, il se fait en partenariat avec des instances mondiales comme la CAF et la FIFA. Donc le sujet de la formation est un sujet important qui permet aux jeunes qui sont passionnés par le sport et qui ne sont pas forcément des jeunes qui ont fait de grandes études ou de grandes écoles, d'aller encadrer d'une manière saine et qui n'est pas endommageable les enfants dans les quartiers et les enfants dans les associations. 2, c'est aussi le fait qu'on trouve des industries sportives, des académies sportives qui commencent à se professionnaliser. Nous avons cette référence africaine qui est l'Académie Mohamed VI, avec des lauréats aujourd'hui qui nous inspirent comme Ounahin, Sayri et autres, mais on a aussi des petites académies de quartier, comme celle d'Orhal qui sort vraiment des pépites, comme celle aussi de Gabriel, et d'autres académies dans les 12 régions du royaume, qui travaillent aussi avec d'autres académies africaines, que ce soit à Dakar, à Bobo et autres, et qui permettent justement de donner accès à ces enfants, d'avoir accès au sport, parce que aller dans l'Académie Mohamed VI, c'est très sélectif et donc c'est pas aussi ouvert pour tout le monde. Et donc ça permet aussi de promouvoir l'accès au football pour toutes et tous. Et puis récemment, nous avons vu cette, on va dire, ascension du sport féminin à travers d'abord l'engagement de la FIFA, de la CAF et aussi de la Fédération royale marocaine de football, et que ça a inspiré et c'est devenu très contagieux parce qu'aujourd'hui nous voyons que l'ensemble des clubs, des associations commencent à créer des sections féminines. Et donc créer des sections féminines, d'abord ça permet justement à plus de femmes et plus de filles d'aller sur le terrain, de les garder sur le terrain, mais aussi toutes ces instances ont facilité aux filles, aux femmes
d'avoir accès à la formation, d'avoir accès à des licences comme la licence CAFD, CAFC et autres. Et donc tout ça, je pense que le Maroc a une stratégie qui est ambitieuse, qui justement met le potentiel humain, ou plutôt le capital humain, au cœur de la stratégie. Et on voit aussi que le Maroc travaille aussi sur sa stratégie sud-sud à travers les confrères africains, que ce soit les pays subsahariens, que ce soit aussi le Sahel, à travers aujourd'hui la nouvelle politique de l'Atlantique. Et donc le sport aujourd'hui est utilisé comme un levier de soft power et un levier aussi de diplomatie qui permet à toutes les instances et à toutes les parties prenantes de travailler ensemble. Merci. Un tonnerre d'applaudissements, c'était très intéressant. Et je voudrais rebondir, la Ligue oblige les clubs marocains dorénavant à avoir une section féminine. Et ça, c'est très très intéressant. Et on l'a vu. Je vais donner la parole à Reda Larichi, qui est business developer de Rimbo Sport. Reda, je voudrais que vous vous présentiez brièvement. On ne va pas donner la liste pour la CAN, mais je voudrais avoir votre analyse sur la Coupe du Monde U20 qu'on a suivie. On a tous vibré. J'espère qu'on vibrera tous ensemble de Tangier Alguera le 21 janvier prochain. En quoi la victoire du Maroc à la Coupe du Monde U20 illustre-t-elle la réussite d'une stratégie nationale fondée sur la formation et l'investissement? Merci Nas et merci à l'Institut pour son invitation et bravo encore une fois pour ce bel événement. Je me présente, donc Reda Larichi, je suis vice-président du groupe Rainbow World Group, qui est un groupe américain qui possède plusieurs clubs de football à travers le monde, dont 3 clubs en Afrique. Alors la question, j'aurais bien aimé effectivement qu'on débatte sur la CAN, ça sera peut-être pour en dehors de cet événement. Tout d'abord, je voudrais juste souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Moubarak, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Moubarak, c'est un grand frère, j'ai grandi à ses côtés, je suis vraiment honoré d'être à ses côtés aujourd'hui. Donc pour répondre à ta question, Nas, et tu l'as mentionné au début, cela remonte à 2008, grâce à cette vision royale, qui a vraiment lancé, qui a réveillé les Marocains sur l'importance que peut avoir le sport en général et le foot en particulier sur les vies de chacun. On l'a vu lors de la Coupe du Monde 2022, tout l'engouement que ça a pris, même avec la dernière Coupe du Monde U20. On a vu que tout le Maroc est sorti, tout le Maroc est parti aussi au Chili avec tous les avions qui ont été débloqués pour ça. Donc je pense que ça passe déjà par la gouvernance, la bonne gouvernance qui a été mise en place. À la tête, bien sûr, de ça, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et donc monsieur, bien sûr, Rja, qui a eu ce courage de rebâtir quelque chose presque de zéro. Il a repris les rênes en 2015 et on voit les résultats que maintenant. On critiquait aussi l'académie, tu as mentionné l'académie, on critiquait l'académie à son début. Ça ne sort pas des joueurs, mais ça vraiment, ça dénote vraiment je dirais pas d'une mentalité, mais voilà, il faut savoir être patient dans le sport. Il faut savoir donner la chance à tout le monde, et on le voit même avec l'équipe nationale, juste les U20 donc, qui ont gagné cette Coupe du Monde. Le coach a été décrié pendant longtemps. Le coach a été décrié parce qu'on n'avait pas gagné la Coupe d'Afrique. Et je pense que sous d'autres présidents, il l'aurait viré. Monsieur Rja a eu cette intelligence de compter sur lui parce qu'il savait des choses que peut-être nous, on ne savait pas. Et on voit aujourd'hui le résultat avec donc cette belle victoire au bout. Après, il y a toute cette politique tout autour. C'est que voilà, on a su être patient, on a su ramener aussi les bons formateurs. On a eu la chance d'avoir Nasser Larguet, qui est vraiment un formateur hors norme, qui a formé beaucoup de stars en France avant de venir au Maroc. Et on a eu cette chance de l'accueillir au sein de la direction technique nationale et aussi, bien sûr, au sein de l'académie. Donc c'est grâce à lui, donc c'est un travail qui a commencé en 2008-2009 avec la création de l'académie. On a eu les résultats peut-être 6, 7, 8 ans après, mais parce que c'est tout simplement la durée de formation d'un joueur.
C'est ça en fait qu'il faut. C'est là où la patience est importante. Bien sûr, toute la politique de construction des infrastructures, des stades, aujourd'hui, ça va bénéficier à tout le monde de pouvoir jouer au foot. Enfin voilà, que ça va vraiment ouvrir la porte à plusieurs personnes pouvoir donc jouer au foot voilà, dans des endroits où avant il n'y avait pas de stade, de terrain. Maintenant, il faut qu'on parle aussi de ce qu'on pourrait améliorer. Et je vous invite tous, je pense que vous avez tous des smartphones, à aller voir aujourd'hui, à ouvrir votre navigateur et chercher le ministère des Sports du Maroc. Vous le taperez sur la barre de recherche. Vous trouverez que malheureusement, il y a juste une page qui apparaît, qui est, bon, c'est le ministère de l'Éducation nationale, mais qui même pas, donc le site n'est pas sur le ministère de l'Éducation nationale, mais c'est un nom particulier. Et il n'y a aucun mot sur le sport. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que malheureusement, des fois, on ne sait pas ou pas suffisamment marketer ce que l'on réalise. On ne sait pas marketer les efforts qui sont fournis par tout le monde. Et je trouve que c'est dommage que quand vous allez sur cette page, il n'y a aucun mot sur le sport. Est-ce que pour faire le lien avec l'équipe U20, l'équipe U20, c'est une des équipes qui étaient les moins valorisées en termes de valeur marchande dans cette Coupe du Monde. On était autour de 10 millions d'euros de valorisation pour cette équipe. Aujourd'hui, l'équipe, elle est valorisée à un peu plus, autour de 12 millions d'euros, ce qui reste très très faible pour des champions du monde. Si on compare la valorisation de cette équipe avec l'équipe argentine, qui était finaliste, l'équipe argentine est valorisée à 60 millions d'euros. On les a battus à pas de couture, je pense que si on les rejoue, on les rebat. Et pourtant, voilà, cette différence, elle est criante, alors qu'en termes de jeu, on les a beaucoup concurrencés. Ce que je veux dire là, c'est que pour pouvoir améliorer la valeur de ces joueurs, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'agent du joueur, bien entendu, qui doit faire son boulot pour valoriser son joueur. Il y a les clubs qui doivent valoriser leurs joueurs au sein de ce type de plateforme. Et aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un joueur de cette équipe nationale soit valorisé qu'à hauteur de 50 000 euros. Aujourd'hui, la valeur moyenne en équipe nationale A, on est à autour de 8-10 millions d'euros. Donc, si vous voulez, on est loin, on est très loin. Et si je compare avec l'équipe d'Argentine, ils sont autour de 2-3 millions d'euros, l'équipe U20. Donc, il y a encore du chemin. Il faut juste qu'on sache valoriser notre potentiel. Et même d'une manière générale, si je généralise ça avec l'Afrique, c'est malheureux de voir qu'il y a très très peu de joueurs qui sont transférés d'Afrique vers l'Europe à moins d'1 million d'euros. Très très rare. Et au Maroc, on arrive des fois à transférer des joueurs autour de maximum 3-4 millions d'euros. Alors qu'au Brésil, en Argentine, on ne commence pas en dessous de 20, 15, 20. Donc on a cette capacité, on a cette technique qui nous permet de vendre des joueurs à plus que ça. Il faut qu'on aille vers ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier, et je terminerai avec ça, par un autre problème que nous, par exemple, dans notre groupe, on vit. Je vous ai donné des exemples concrets. On a un joueur qui est dans un club qui est au Mali. C'est un joueur qui a été invité par le FC Nantes. Donc, le FC Nantes, c'est un des fleurons, je dirais, du football français. Malheureusement, ce joueur, il a 18 ans. Quand on est parti à l'ambassade de France pour demander un visa pour lui, il n'a pas obtenu de visa. C'est dû bien sûr à la situation politique au Mali qui est un peu particulière en ce moment, mais quid de son avenir à ce joueur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, ce joueur-là, il est scellé, il ne pourra plus sortir du Mali pour une simple raison. C'est aussi parce que les clubs européens ne souhaitent pas ou sont très réticents à recruter des joueurs de plus de 19 ans. C'est une règle qu'ils ont établie. Du coup, les joueurs africains ont un créneau très court de 6 mois, voire maximum 1 an, pour pouvoir être transférés. C'est pour ça qu'il y a aussi tous ces problèmes des âges, du trafic d'âge, parce que le joueur africain est stressé. Le joueur africain veut toujours rester à 18 ans. C'est pour ça qu'il y a plusieurs joueurs qui changent d'âge, de passeport. Et le jour où on arrivera à résoudre ce problème de mobilité, ce problème de visa, faciliter tout ça, et d'ailleurs j'en ai parlé avec des membres de la FIFA, qu'il faudrait créer un système de e-visa
où il y a des clubs qui sont reconnus. Une fois que tu as une invitation du FC Nantes, normalement, ton visa est automatique. Il ne faut même pas réfléchir. Et donc, il y a du travail à faire dans ça. Et tout ça permettrait à mieux valoriser le football africain et marocain en particulier. Merci beaucoup. Merci Reda. Merci Reda, c'était très intéressant. En plus, le but de ces panels, c'est d'échanger et de proposer des idées. Cette idée de e-visa, je la trouve très très bonne. Un peu comme ce qu'a proposé la CAF sur la CAN pour le public africain qui va venir au Maroc. Je trouve ça très bien. Tu disais sur la valorisation des joueurs, tout le monde doit jouer un rôle, même les médias, je trouve. Les médias au Maroc doivent faire l'effort de valoriser les joueurs marocains. On a vu dernièrement, hormis Hamza Igaman, qui est un joueur du championnat marocain qui est parti directement à un grand club européen au Glasgow Rangers, on n'a pas eu beaucoup ce type d'exemple et je trouve que tout le monde doit mettre la main à la pâte pour promouvoir le joueur marocain. Comme je vous ai dit, n'hésitez vraiment pas à lever votre main si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir. On va passer la parole à M. Toujou, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères du Kenya. Je vais poser la question en français, donc je pense que vous avez la traduction. Je voulais savoir comment on pouvait maximiser les retombées économiques, sociales et diplomatiques des grands événements tels que la CAN 2025 et dans le futur la Coupe du Monde 2030. Well, thank you very much, and I'd like to congratulate Morocco because you've put African football at another level. In my country, we don't know about your politicians. If you ask ordinary Kenyan about who is the Prime Minister of Morocco, they would not know. But the footballers in Morocco, they know them. And all of us were cheering Morocco during the World Cup. And I think this was amazing for Morocco in the sense that right there, my part of the world were united in support of Morocco, in support of Africa. And really, I don't think there's any diplomatic coup that you can compare it with, apart from the recent very deserving case of the Security Council recognizing the Moroccan Sahara. I think the most important thing is that we should appreciate that for a long time in Africa, we've looked at football as just a game. Football is not a game. Football is an industry in the Western world, and a lot of sports are industries in the Western world. I can compare it to the film industry, where I used to be before I made the mistake of going into politics. You see, for a long time, acting was just about fooling around. You know, the silent movies of Charlie Chaplin and that kind of thing. And for a long time, it was just fooling around. It was a game. But now the film industry is a big deal all over the world. It's one of the instruments of socialization all over the world. I mean, the Hollywood, Bollywood, Nollywood right now in Nigeria. Because, you know, through this kind of medium, and football is one of them, you can really reach a lot of people and generate a lot of resources. Football is a common language. You know, people may not understand each other's language, Arabic, French, English, Spanish, and the rest of it. But the moment people go to the field, they have a common language. And a common language is essential for business, is essential for diplomacy. A common language is essential for a lot of human interactions. So I cannot stress enough the importance of football as a medium of relationship and communication. I think also very often when we're talking in terms of business investment and that sort of thing, the stress is usually in terms of financial funding. But as demonstrated by Morocco,
The one thing we have in plenty in Africa is talent, and especially talent in football. Well, in my country, it's mainly long distance running. But, you know, talent is capital. Something like demographic of our part of the world, in my country, the median age is 19 years of age. So we have this opportunity to be able to exploit the talent that our youth have in plenty, the focus, and this should be one of the things that you consider as a demographic asset. Our youth is our asset. And every way of empowering them in football, in other endeavors of life is essential for the development of our region of Africa. And of course, in terms of exchanges, I mean, people travel half around the world to be part of the football game. So it is a catalyst for relationship between countries. Can I leave it there? Merci, thank you. On était rivaux à l'époque dans l'athlétisme. Bon, maintenant on est moins bon sur l'athlétisme, mais d'ailleurs, I hope we were. Vous m'entendez? On était rivaux dans l'athlétisme avant, non, mais plus sérieusement, j'espère que, vu que le Kenya organisera la CAN 2027, j'espère que vous appuierez sur le Maroc pour faire une très belle CAN. En tout cas, merci pour votre intervention. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Patrice Ribaton. Alors, j'ai une petite histoire avec lui parce que la dernière fois qu'on a fait une conférence, on a eu l'honneur d'avoir le président Lekja et j'ai pas eu vous avez eu quelques minutes, donc aujourd'hui vous pouvez vous faire plaisir. En fait, vous êtes spécialiste du management dans le sport, si je dis pas de bêtises. Je voulais savoir comment encourager l'investissement privé dans les infrastructures sportives et la formation des jeunes talents. Je voulais que vous nous parliez de ce sujet, vu que c'est votre expertise. En tout cas, je vous donne la parole. Merci à vous. Peut-être avant de répondre plus fermement à votre question, j'aimerais faire un pont avec notre dernier interlocuteur. Deux chiffres. Le football, la dernière Coupe du Monde au Qatar 2022, dans le monde, c'est à peu près 2,6 milliards d'heures de contenu sur les différents médias, sur les différents supports mondiaux. 2,6 milliards d'heures de contenu. Si nous voulions les regarder, vous et moi, on mettrait 300 000 ans. Ça vous dit à peu près l'impact effectivement médiatique quand on organise une Coupe du Monde de football. Un deuxième chiffre, un chiffre de valeur maintenant. On prend un chiffre moyen, un chiffre mondial moyen pour un grand diffuseur, 30 secondes de diffusion publicitaire sur un support qui s'appelle Coupe du Monde de football, c'est à peu près 230 000 € en moyenne. Je prends les matchs de poule, je prends la finale, je fais une moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2,6 millions d'heures multipliées par ce chiffre moyen de 30 secondes, eh bien ça nous fait 73 millions de milliards d'euros ou de dollars. Ça fait à peu près 2800 fois le PIB des États-Unis. C'est hallucinant les chiffres que je viens de vous donner. Alors le rapport effectivement avec le pari d'un pays comme le Maroc, c'est bien entendu un enjeu de traduire cette médiatisation hallucinante dans des structures internes, des structures effectivement de développement territorial. Et je rejoins aussi un autre interlocuteur. On a parlé d'une filière football, d'une filière sport, mais ce sont aussi effectivement des métiers qui sont les métiers de la santé, les métiers de l'alimentaire, les métiers du vêtement, les métiers effectivement. J'allais dire que le sport est une pierre angulaire à tout développement. Donc, vous voyez, l'enjeu territorial, il dépasse bien le football. Et il faut que le football, quelque part, l'entité football, le club,
l'académie, se disent qu'elle est actrice, acteur, comme les autres acteurs d'un territoire. Les autres acteurs, que sont-ils? Ce sont évidemment les partenaires économiques, ceux qui vont investir dans le football. C'est évidemment au premier rang d'entre eux un partenaire qui est plutôt institutionnel, qui s'appelle la collectivité locale, la mairie. Et à partir de cela, l'institution football, le club de football, doit se penser acteur parmi les autres et aller plus loin que le football. Le football, c'est de la formation. Mais vous voyez, je travaille avec différents clubs de football qui se disent aujourd'hui de la formation, c'est du management du sport. Pour nous, c'est de faire venir des jeunes, de leur donner un métier dans ce qu'on appelle effectivement le double challenge, hein, le double métier footballeur et puis après avoir un diplôme. Mais c'est aussi peut-être imaginer et créer du lien avec nos partenaires et mettre en œuvre une école qui fournirait à nos partenaires industriels économiques des diplômes pour leurs collaborateurs et leurs collaboratrices sur notre territoire. Je crois qu'on ne peut pas parler de développement du football sans parler effectivement d'un développement holistique 360 degrés sur le territoire. Peut-être en conclusion de mon intervention, je dirais qu'aujourd'hui le club de football, il faut qu'il dépasse au niveau territorial le football. Il faut qu'il devienne un acteur privilégié comme les autres acteurs que sont donc les collectivités locales et que sont les entreprises. Et pour que l'entreprise ou que la collectivité locale investisse dans le développement du football, dans le développement du club, eh bien il faut que le club se mette effectivement au service des autres acteurs. Il ne faut pas qu'il réclame seulement, si vous voulez, des moyens. Il faut qu'il aille voir les autres acteurs, collectivités locales, et qu'ils lui disent « Qu'est-ce qu'il te faut ?» Peut-être il lui faut effectivement retenir les jeunes dans son territoire qui peut être un territoire un peu rural. Ces jeunes qui vont partir faire des études dans les grandes villes. Donc peut-être que le club de foot, son métier périphérique, c'est de développer une école supérieure pour retenir les étudiants sur le territoire. Et puis effectivement satisfaire ses partenaires privés économiques. Alors, bien souvent, effectivement, on pense, nous, institutions dans le football, dans le sport, club, entité, que l'autre, l'institution territoriale ou l'institution économique, l'entreprise, rentre dans notre stratégie de développement. Soyons humbles, soyons pleins d'humilité, rendons service à l'autre, devenons indispensables au développement de notre territoire, au développement de notre partenaire. Et si nous sommes indispensables, effectivement, c'est-à-dire que nous allons concevoir que nous rentrons plus tôt et nous sommes un élément déterminant et très puissant finalement du développement de notre collectivité locale ou du développement effectivement de l'entreprise. Devenons indispensables. Et si nous venons indispensables à l'autre, effectivement, l'autre va nous considérer, va nous donner les moyens de notre développement. Voilà. Bravo. Bravo. D'ailleurs, vous avez dit plusieurs choses intéressantes, mais sur retenir les talents, on pourrait le dupliquer au championnat marocain, par exemple, où il y a une fuite de talents, notamment en Égypte, au Moyen-Orient. Et si on pouvait garder tous ces talents, je pense qu'on enchaînerait les Ligues des Champions et les Coupes de la CAF. Pour souligner ce que vous dites et pour conclure, puisqu'il paraît que j'ai beaucoup de temps à récupérer, ouais. Non, c'est une boutade, je dirais que, vous voyez, on dit souvent qu'il faut mettre des barrières à l'entrée, c'est un terme économique, hein, des barrières à l'entrée de notre marché interne. J'oserais dire, mais au second degré, que peut-être qu'avec les excellents, les pépites que fournit le Maroc en termes de football, il faudrait peut-être penser à mettre des barrières à la sortie pour faire progresser, que le premier contrat professionnel se passe forcément dans un grand club marocain. Deux avantages. Nos clubs marocains prendraient effectivement en volume de performance. Deuxième avantage, effectivement, au lieu d'avoir une fuite des talents finalement assez jeunes, malgré tout ce qui est mis en place et qui va dans le sens de retenir effectivement ces talents sur le sol marocain, eh bien, on verrait un championnat plus élevé et on verrait des jeunes qui commencent à s'exprimer, à s'accomplir chez eux. Et ça, je crois que la richesse, il faut aussi, c'est la création de valeurs internes et humaines. Voilà. Merci. Merci.
Je suis entièrement d'accord avec vous et je pense que cette idée est excellente et j'irai même plus loin. Je dirais qu'on devrait obliger les clubs marocains à avoir un quota de joueurs de moins de 20 ans. Et ça changerait complètement la vie. Avec le vivier qu'on a, avec les académies qu'on a, je pense que ça serait une excellente idée. J'espère que il y aura un membre de la Ligue ou de la Ouais. Fédération qui nous écoutera. Peut-être qu'il est là dans la salle. Encore un petit mot. N'oubliez pas que les lois Bosman, ce sont des lois européennes. Donc effectivement, on peut peut-être, vous savez, mettre des barrières à la sortie, le terme est un peu fort, un peu directif, j'aime pas ce mot-là, mais effectivement, penser effectivement à retenir. Mais si le niveau de nos gros clubs au Maroc s'élève, eh bien finalement, le rêve de tout jeune footballeur marocain, ce sera peut-être de signer un premier contrat pro dans un de ces clubs-là. Et puis après, on peut imaginer une Champions League qui peut s'ouvrir, puisqu'elle est déjà ouverte à d'autres pays. I have a dream. Peut-être une Champions League avec des clubs marocains dans quelques années. Peut-être. Merci. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Je vais donner la parole à M. Désiré Kossaou, expert de l'e-sport, président de Sagesse Africa, si je ne dis pas de bêtises. Je vois que le e-sport prend de plus en plus de place aujourd'hui au Maroc et même en Afrique. Est-ce qu'on le voit de plus en plus s'implanter chez les acteurs du monde sportif en général et plus particulièrement dans les fédérations et les clubs de foot? Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et nous en parler un peu plus? Merci. Oui, merci d'abord de l'invitation. C'est la première fois que je viens à Tanger. J'ai découvert une ville très attractive. Pour me présenter rapidement, donc Désiré Koussao, je suis effectivement dans l'industrie de l'e-sport, du sport électronique. Je travaille pour une société qui s'appelle Sagesse Africa, Services for Africa Gaming and eSports, dont l'ambition est de permettre à l'Afrique de bénéficier du même type de développement de la pratique e-sportive qu'ailleurs dans le monde. L'Afrique est très en retard quant à la pratique professionnelle et amateur de l'e-sport et dans son développement économique. Donc ça se traduit par l'organisation d'événements un peu partout en Afrique. Là, en septembre, j'étais au Kenya. La semaine dernière, j'étais sur l'île Maurice. L'objectif, c'est de pouvoir faire monter le niveau des talents e-sport africains. Effectivement, peut-être en introduction, expliquer ce que c'est que l'e-sport, parce que souvent, quand on dit le mot e-sport, pour beaucoup de personnes, c'est très limité. On imagine FIFA, le jeu de foot, alors que l'e-sport, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Quel que soit le jeu vidéo, à partir du moment où vous avez une pratique qui oppose deux joueurs ou deux équipes de joueurs, on va parler d'e-sport. Par contre, si vous jouez tout seul à Mario Kart devant votre canapé, sur votre canapé, dans votre salon, on ne va pas parler d'e-sport. Là, on joue aux jeux vidéo, ce qu'on appelle plus largement le gaming. L'e-sport est un peu aux jeux vidéo ce que la Formule 1 est au marché de la voiture. C'est ce qui permet de mettre en avant un petit peu l'élite, les meilleurs joueurs de la planète. Et ça crée une sorte de traction, finalement, sur la jeunesse. Et lorsque vous organisez des événements e-sport, en tout cas dans les pays développés, mais de plus en plus dans les pays émergents comme les pays africains, on voit que ça commence à arriver, vous avez un public qui est très jeune. La moyenne d'âge des passionnés, des fans d'e-sport va être en dessous de 30 ans, lorsque sur d'autres sports, on va monter allègrement à 40, 50, voire 70 ans quand on va regarder les fans de golf, par exemple. Et donc, les marketeurs, on va dire, les spécialistes du marketing, ont identifié cette pratique particulière qui permet finalement d'aller parler aux jeunes. Ça veut dire que l'e-sport devient un médium, un média qui va vous permettre d'aller vous adresser à une génération qui est moins sensible aujourd'hui à la télévision, à la radio. Et donc, pourquoi ne pas utiliser finalement l'e-sport pour monter une stratégie, on va dire, d'acquisition d'audience, acquisition de partenaires et d'annonceurs, etc. Donc, pour en revenir à la question, effectivement, on voit de plus en plus d'acteurs du sport traditionnel, et en particulier du football, commencer à intégrer l'e-sport dans leur pratique.
Pourquoi? Tout simplement parce que les clubs de foot et les acteurs du sport en général vendent de l'audience. Finalement, c'est l'audience qui va permettre d'aller chercher de nouveaux annonceurs, de nouveaux partenaires, et l'e-sport va permettre de créer une audience qui est assez particulière, qu'on peut qualifier, c'est-à-dire c'est une audience qualifiée, jeune, technophile, plutôt CSP+, et ça c'est vraiment une particularité de cette pratique de l'e-sport. Et donc ça se cherche. Voilà, les fédérations sportives, les fédérations de football cherchent la bonne méthode, la bonne technique. Aujourd'hui, moi j'aurais tendance à dire que les stratégies déployées par les clubs de foot et les fédérations de football sont un peu en retard, en décalage par rapport à la réalité. On essaye de transposer finalement la pratique du football dans le monde de l'e-sport. Et donc vous allez voir, la plupart des fédérations de football ou des équipes de football vont intégrer des ligues d'e-football ou d'IFC, anciennement FIFA, et vont essayer de transposer complètement le format, en espérant que ça crée la même dynamique qu'on peut l'avoir dans le football traditionnel. Personnellement, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est mal connaître la base même de l'e-sport. D'abord, les jeux qui sont les plus joués dans la pratique sportive, dans l'e-sport, ne sont pas forcément des jeux de sport. Alors en Afrique, c'est un peu particulier parce que effectivement, on a le jeu IFC, donc anciennement FIFA, et eFootball qui trône dans le top 5, voire top 3 des jeux les plus joués en Afrique. Mais lorsqu'on remonte dans le monde entier, ce sont des jeux mineurs. Les grands jeux e-sportifs, ce sont des jeux comme League of Legends, Counter-Strike, Valorant, voilà, tout ça, ce sont des grands jeux e-sport, des jeux qui sont capables de remplir des stades, de remplir des arénas. Les jeux sur mobile aussi, en Afrique est très mobile. 90% des joueurs de jeux vidéo en Afrique sont des joueurs de jeux mobiles. Et donc on va avoir des jeux comme Mobile Legends, comme PUBG Mobile, comme Call of Duty Mobile. Et ça, je pense qu'il faut que nos clubs sportifs se posent la vraie question. Pourquoi on intègre la pratique de l'e-sport? Si on l'intègre pour toucher une audience, prenons les jeux qui ont le plus d'audience. Et ce n'est pas forcément des jeux de football. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, de mieux comprendre finalement ce que c'est que ce marché de l'e-sport avant d'essayer de l'intégrer tel quel. Je vais prendre l'exemple du PSG. Le PSG qui est une grande équipe de football mondial, vous le savez bien, qui a démarré comme ça. Lorsqu'ils ont démarré l'e-sport il y a 5 ans, 6 ans, ils sont partis sur FIFA à l'époque. Voilà, ils ont créé une équipe FIFA, ça leur paraissait naturel. Aujourd'hui, si vous regardez, le PSG, on va dire son écurie d'équipes e-sportives, c'est plus du tout FIFA. Ça va être League of Legends, ça va être Dota 2, ça va être finalement les jeux qui génèrent réellement de l'audience. Et c'est avec ces grands jeux, ces grandes équipes qu'ils se font connaître. Et ils l'utilisent toujours dans une stratégie particulière. Ils voulaient toucher l'Asie. En Asie, les jeux mobiles sont très suivis, on remplit des stades. Ils ont décidé d'acquérir une équipe PSG sur League of Legends en Asie. Et donc je crois qu'à un moment donné, il faut que... Alors je sais qu'au Maroc, c'est une stratégie qui est très portée. Le développement du jeu vidéo, le développement de l'e-sport est très porté. Je crois que vous avez la compétition Botola qui est devenue e-Botola ici au Maroc. Donc il y a cette transposition dont je parlais tout à l'heure. On prend le football traditionnel, on le transpose dans le monde de l'e-sport et on se dit, voilà, on va aller toucher une audience. Mais encore une fois, je le dis, ça ne suffit pas. Si l'objectif est réellement d'élargir l'audience, il va falloir se poser les vraies questions en termes d'objectifs. Et à ce moment-là, on va pouvoir capitaliser sur cette pratique de l'e-sport. Je voudrais juste finir sur quelques chiffres, parce que je crois que pour ceux qui nous écoutent, c'est important de le comprendre. Vous savez que le continent africain est le continent le plus jeune de la planète. Et aujourd'hui, la pratique de l'e-sport, du jeu vidéo de l'e-sport, s'adresse à ce public-là. Et c'est là où l'Afrique a une carte à jouer. On est un continent jeune, dynamique. Le taux de croissance de la consommation
de jeux vidéo est le plus élevé au monde. Le marché global du jeu vidéo dans le monde, c'est 200 milliards de dollars. C'est plus que la musique, le cinéma et les plateformes de type Netflix combinées. Les trois qui ont combiné, on est à 150 milliards. Le jeu vidéo seul est à 200 milliards. Et l'Afrique capte à peine 1% de ce marché. Alors que sur le sport traditionnel, ça va peut-être être 2 ou 3%. Moins de 1% du marché du jeu vidéo est capté aujourd'hui en Afrique. Donc c'est une opportunité. Je pense que nos grosses franchises de football, de sport traditionnel, ont une carte à jouer grâce à cette jeunesse aujourd'hui qui est très, très consommatrice de jeux vidéo et d'e-sport. Merci beaucoup. C'était très intéressant et ce que j'aime dans ce panel, c'est la diversité des intervenants. Chacun, le football nous lie, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Je vais passer à Gabriel Guedjira, que je connais. Je ne sais pas si tu te rappelles, la première fois que je t'ai vu, c'était au Qatar. On a plusieurs points en commun. On est des passionnés de football. On a le même coiffeur d'ailleurs, on salue Sabré. Et on lui a dit qu'on allait le saluer. Mais surtout, je trouve que tu as une analyse aiguisée sur le football et tu es directeur de la Juventus Academy. Donc, je pense que tu vas nous apporter une valeur ajoutée sur le côté formation. Ma question est la suivante. Quelles sont aujourd'hui les priorités pour que les académies de football, comme la tienne par exemple, deviennent de véritables écoles de vie? Et que manque-t-il pour que les jeunes vivent le football non seulement comme une carrière, mais comme un levier de développement personnel? Bonjour à tous, bonjour Nas et merci encore une fois pour cette belle thématique. Je pense que le choix fait par l'Institut Amadeus a été fort sympathique et il y a deux thématiques dans le sport et dans le foot pour cette année et je remercie encore une fois les organisateurs pour ce choix. Alors pour revenir à la question, je pense qu'il faut qu'on remette un petit peu les choses dans leur contexte et notamment à notre audience. Donc aujourd'hui, il y a effectivement ce qu'on appelle académie de foot, qu'il faut qu'on redéfinisse un petit peu. Une académie aujourd'hui fait partie d'un parcours que peut intégrer un sportif, mais il ne faut pas oublier que l'académie, on est déjà à l'étape du pro ou du pré-pro, c'est-à-dire du professionnalisme ou du pré-professionnalisme. Et dans le chemin ou le cheminement de formation d'un joueur ou d'un sportif, on a d'abord une première étape qui est le sport de masse ou le foot de masse et l'école de foot. Et on a récemment utilisé ces termes académie, on va dire de manière pêle-mêle. On commence à l'utiliser un petit peu partout. Mais sauf que aujourd'hui, on a de l'école de foot, c'est les 4, 12, 13 ans. On a la préformation qui, elle, peut être dans des académies de foot, mais aussi en partie peut être dans de l'école de foot. Et puis, on a aussi la partie formation qui est à partir de 14-15 ans jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis récemment, on a vu aussi des structures qui sont développées, qui font de la post-formation. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, c'est les grands axes de la formation. Et on a des publics cibles qui sont totalement différents. Donc ça, c'est un point qui est très important. Pourquoi? Parce qu'un 4-5 ans a un besoin d'apprentissage, que ce soit sur le plan technique, sur le plan émotionnel, qui est totalement différent d'un enfant de 14 ans ou de 15 ans. Et aujourd'hui, je pense qu'on a développé au Maroc, sur le continent africain, pas mal de choses. On a un environnement, notamment au Maroc, avec des infrastructures qui se sont développées ces dernières années, beaucoup d'investissements dans l'infrastructure. On a des académies qui sont équipées. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il y a un deuxième point, c'est le projet éducatif, et je pense que c'est là où on commence à avoir un peu de difficulté. Voilà. Donc aujourd'hui, le projet éducatif dans ces structures n'est souvent pas clair. Comme je l'ai dit au départ, et je le redis encore une fois, on mêle un petit peu la partie formation au métier de footballeur avec l'initiation au football que font aujourd'hui les écoles de foot au Maroc. Et ça amène
dire, un grand problème, parce que aujourd'hui, on vend une idée à un enfant de 5-6 ans qui va peut-être devenir un jour ou l'autre un joueur professionnel dans des structures qui ne sont pas forcément ou qui n'ont pas vocation à permettre à ces joueurs de devenir des joueurs pro. Voilà. Donc ce projet éducatif doit être tracé avec la Fédération royale marocaine de football, avec le ministère qui est en charge du sport. Et il faut avoir des cahiers de charges qui soient clairs pour ces structures, que ce soit au niveau des écoles de foot, au niveau des académies, mais aussi pour faire de la post-formation. Il y a un troisième volet qui me paraît très important, qui aujourd'hui, c'est les éducateurs. Les éducateurs, on a la règle des 3 E qu'on utilise beaucoup dans le football, qu'on hérite un peu du système football français. On a pour les 4-12 ans des encadreurs, on a pour les 12-17, c'est des éducateurs, et au-delà de 17 ans, on parle des entraîneurs. Voilà, c'est des notions qui sont totalement différentes, c'est des approches qui sont totalement différentes, mais on voit que notre système de formation pour ces profils de coach, pour utiliser un terme qui est plus généraliste et qui va englober les 3 types de coachs que sont encadreurs, éducateurs ou encore entraîneurs, on n'a pas un système de formation qui est en adéquation avec ses besoins. Aujourd'hui, il n'y a pas de spécialisation. On peut donner la licence DECAF, on peut donner une licence C, B ou A de la Confédération africaine de football à des personnes qui ne sont peut-être pas aptes ou amenées à entraîner des équipes seniors et qui vont aller entraîner en école de foot. Or, le besoin et l'approche sont totalement différents. Donc, à mon avis, il faut qu'on soit dans de la spécialisation, et une spécialisation précoce dès le premier niveau de formation ou d'entrée dans le métier de coach. Il faut avoir cette spécialisation. Est-ce qu'on va aller sur de l'école de foot, sur de la préformation, de la formation ou aussi de la post-fo et également les seniors. Voilà. Donc je pense que on est dans l'ère Mbappé, qu'on appelle aussi l'ère de la précocité. Je pense qu'on l'a pour les joueurs, mais on ne l'a pas pour les coachs. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller dans ces métiers-là doit effectivement pouvoir faire ce choix très, très rapidement, savoir avec quelle cible il va travailler de 4 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Voilà. Donc cette génération de joueurs est différente. Elle a besoin d'un accompagnement. Aujourd'hui, quand on reçoit un joueur dans notre structure, on le reçoit pour quelques heures par semaine. On ne le reçoit pas 24 heures sur 24. Donc il y a un rôle aussi des familles qui est très important. Et ça, je pense qu'on a beaucoup à faire. On a beaucoup de travail à faire là-dessus pour permettre à ce que ces structures qui accueillent des jeunes sportifs soient aptes à donner un cadre de vie, à développer des skills pour la vie. Et là, je pense que je parlerai un petit peu de mon expérience avec Arsenal où j'ai débuté, où il y a ce qu'on appelle le Parents Education Certificate, qui en quelque sorte obligatoire pour tous les joueurs ou les parents de joueurs qui souhaitent intégrer le centre de formation. C'est quelque chose de très important parce qu'on ne vit pas 24 sur 24 avec ces jeunes, on les accompagne pendant un certain nombre d'heures et c'est la famille au final qui va jouer un rôle important, qui va aussi accompagner ces jeunes. Donc je pense qu'il faut qu'on mette en place cette idée de certification des parents, le permettre de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour un enfant, pour un joueur, parce que ça reste au final des enfants, dès l'âge de 4-5 ans jusqu'à 17-18 ans. Voilà, je pense que 2 idées importantes ou intéressantes qui peuvent être mises en place, c'est la spécialisation dans le parcours des futurs coachs et aussi cette certification pour les parents qui peuvent éventuellement savoir comment accompagner leurs enfants à la maison. Voilà. Merci Gabriel. Merci Gabriel, et je trouve que l'idée est très intéressante parce qu'on forme les enfants, mais aussi on forme les parents, et c'est très très important parce que au niveau scolaire, au niveau de l'hygiène de vie qui est très importante et qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge. En tout cas, merci pour ton intervention. On arrive dans le Fergie Time pour les connaisseurs de foot. Il reste quelques minutes, donc on va essayer de donner la parole à M. Moubarak Lo.
Je vais vous poser une question très terre à terre. Sur- on ne va pas donner la liste de la prochaine CAN. Non, mais plus sérieusement, on entend souvent des critiques sur les organisations de Coupe du Monde. J'étais au Brésil, j'étais au Qatar. Je trouve que ces critiques sont, sont pas bonnes, sont fausses. Un pays comme le Maroc, au contraire, je trouve que ces infrastructures, c'est un levier de croissance exponentielle. On est un pays de foot, donc les stades qu'on construit, on va les utiliser, ça va développer le championnat marocain. Les autoroutes, là, on est très heureux de faire un Casa-Tanger avec le Borak et j'espère qu'on le fera bientôt sur tout le royaume. Je voudrais que vous nous parliez de cette idée, ces critiques qui sont pour moi fausses sur cette organisation des Coupes du Monde qui vont faire perdre de l'argent au pays, comme ce qui a été fait au Brésil peut-être. Moi, je trouve que le Maroc, ça sera le contraire. Et je voudrais que vous me parliez des retombées économiques et sociales de ces événements. Merci. Merci beaucoup. Bon, je pensais que vous alliez me demander si je joue au football. Bon, oui, je suis un bon numéro 8 au régulateur. Oui, pas de problème. Je suis toujours bon. Techniquement, on s'améliore toujours avec l'âge. En 8, je suis bon. Effectivement, les retombées économiques, c'est une grande question parce que on dit souvent le pays est en train de faire de grandes infrastructures. Est-ce qu'après l'événement, le pays pourra valoriser ces infrastructures? Donc, il y a le grand risque de ce qu'on peut appeler des éléphants blancs. Pour le Maroc, ce ne sera pas le cas. Bon, le Qatar, qui a anticipé sur le phénomène, a adapté des stades modulables qu'on peut démonter et amener ailleurs. Le Maroc n'aura pas besoin de faire ça, puisque le Maroc, non seulement est en train de devenir le hub du football africain, parce qu'avant, on ne parle plus d'Égypte, alors que l'Égypte a toujours été le pays où tout se faisait au niveau du football. Mais maintenant, c'est vraiment le Maroc. C'est là où les réunions se tiennent, c'est là où les équipes font leurs matchs amicaux. Il y a même des pays qui organisent leurs compétitions au Maroc. Et ça, c'est l'existence de stades. Ça veut dire qu'il faudrait d'ores et déjà une stratégie pour voir comment dimensionner, disons, l'attractivité du Maroc par rapport à l'existence de ces stades. Parce que demain, même des équipes européennes peuvent venir au Maroc pour faire des entraînements ou faire même des matchs amicaux, etc. Donc, parce qu'ils vont en Asie, le Maroc est très proche, voilà une possibilité. Au niveau économique, bon, moi je suis un économiste pur, donc je fais des modèles, je regarde toujours l'aspect court terme, moyen terme, long terme. Bon, sur le court terme, d'ailleurs c'est un exercice que je fais au Sénégal sur d'autres événements. Chaque fois que des gens se retrouvent, depuis plusieurs années, je fais des études économiques et je sors des résultats avec des estimations. Je connais bien la direction de la prévision et des études économiques. Je vais leur souffler l'idée, c'est d'anticiper une grande étude sur l'impact économique de la CAN. Ensuite, on pourra répéter la même étude sur la Coupe du Monde. C'est possible de le faire. Il y a des méthodes qui permettent de le faire. Et donc, à court terme, on s'attend à une augmentation des flux de tourisme. Ça, c'est ce qu'on connaît. Mais tous ceux qui vendent au Maroc, l'artisan, les restaurateurs, tout le monde va bénéficier, les PME, PMI, les produits agricoles. Donc, attendez-vous. Bon, si on a ce qu'on appelle les modèles de conjoncture, je vous mets au défi. Vous allez surveiller les mois avant la CAN et le mois de la CAN et le mois après la CAN, vous verrez qu'il y aura un choc positif du mois de la CAN. Donc il y aura une augmentation très forte de la conjoncture économique au Maroc. Mais dépendant il y a certains secteurs, notamment les produits industriels ou transformés, l'impact se fait avant la CAN. Parce qu'il faut que ces produits soient prêts. Par exemple, tous ceux qui sont en train de faire les drapeaux marocains, les maillots de l'équipe du Maroc, ils sont déjà en train de recevoir cet impact avec les commandes. Mais tout ce qui est consommation immédiate, c'est pendant la CAN que ça va se faire, notamment le tourisme
et tous les secteurs affiliés, l'artisanat avec les achats. Donc il faut que le pays soit conscient de ça et l'anticipe. Il faut également que ceux qui vont bénéficier de cette demande additionnelle se préparent. Il ne faut pas que des gens viennent au marché vouloir acheter et on dit bon, on ne peut pas satisfaire toute la demande. Donc voilà des choses qui est important de communiquer dès aujourd'hui. Maintenant, à moyen et long terme, très souvent quand on fait des modèles économiques, dans le moyen et le long terme, on regarde le futur. On se dit, dans quelques années, après l'événement, comment l'impact de l'événement va se faire ressentir sur l'économie d'ici 5-10 ans. Par exemple, au niveau de l'attractivité du Maroc, le fait de projeter le Maroc sur la scène internationale et africaine va permettre de promouvoir davantage les investissements. Et ça, ce n'est pas des choses que vous allez ressentir tout de suite. C'est parce que l'investissement, ça demande un processus. Il faut que les gens viennent et préparent l'investissement. Donc, ça peut prendre 2 ans. Donc, ça, c'est un effet également qu'on pourrait regarder, notamment l'AMDI, la MDIE, pourrait faire, disons, ce travail pour essayer de retracer les investissements futurs. Est-ce que ça découle de la participation ou il y a une influence de la CAN, etc. Mais dans cette affaire, il y a l'impact à moyen et long terme, j'allais dire anticipé. Parce que c'est-à-dire quand vous organisez des événements comme la CAN ou la Coupe du Monde ou des grands événements sportifs, vous investissez dans les infrastructures. Tout à l'heure, vous avez parlé des autoroutes, vous avez parlé des TGV, des chemins de fer, des stades. Ça, c'est un impact anticipé. Et ça, donc, il y aura un effet de moyen et long terme qui s'est fait parce qu'il y avait la CAN, donc on a bâti des infrastructures durables qui auront un impact sur le long terme. Donc tout ça, c'est important, en tout cas, que ce soit saisi dans des études au niveau de la prévision économique du Maroc. Au niveau social, il y a un impact qui est terrible. Vous avez un concept au Maroc que vous appelez le NIA, que je ne sais pas traduire en français. Je ne sais pas comment on traduit NIA. Nia, d'ailleurs, c'est Regragui qui l'a sorti à la Coupe du Monde. Comment on peut dire ça, Gabriel Non, en tout cas, il y a cette cohésion sociale. La bonne foi. La bonne foi, ouais, c'est ça. Il y a la fierté d'être marocain, la fierté nationale. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Et ces événements vont renforcer la cohésion nationale, va renforcer cette NIA que vous partagez. Et moi, je suis un théoricien du développement, si je peux dire. Et dans la construction nationale, la cohésion sociale, le NIA joue un rôle très important. Parce que c'est à partir de là que vous pouvez faire partir une vision commune, partager une vision commune à tous les membres de la société. Chacun va essayer ensuite de donner sa part, de faire des sacrifices, de travailler davantage. Donc ça, c'est un aspect également qu'il ne faut pas négliger. Au niveau de l'emploi, il y aura beaucoup d'emplois temporaires qui vont se créer pendant la CAN, mais il y aura des emplois durables. Parce que tous les stades qui ont été faits, il y aura forcément des gens qui vont faire l'entretien. Donc voilà, si on mobilise tout ça, je parlerai aussi de la culture marocaine qui va se projeter sur l'international, les caftans, l'artisanat, l'art culinaire, parce que ça aussi c'est quelque chose que vous possédez, l'alimentation marocaine. Je pense que ça fait partie des meilleurs au niveau mondial. Donc tout ça permet de répondre de manière positive à votre position de tout à l'heure. Oui, il n'y a pas on ne peut pas dire que les événements vont nécessairement aboutir à des échecs. Je pense que le Maroc peut transformer la CAN et la Coupe du Monde comme un avant et un après. C'est-à-dire avant la CAN et la Coupe du Monde, il y avait un Maroc, et il y aura un nouveau Maroc après ces 2 événements. Et tout ça, maintenant, il faut le maîtriser, le penser, le planifier et mettre ça en œuvre. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir été applaudi. Bon. Non, tout le monde a été applaudi. Mais je partage ça avec tout le monde. Non, tout le monde a été applaudi. J'étais penché sur mes notes.
Vous voulez être Je recruté? pensais que j'avais touché la fibre de la Nia marocaine. Merci. Non, non, mais c'était très intéressant. Vous avez été applaudi. Vous voulez être applaudi encore une autre fois pour. Allez, on va l'applaudir. Il veut être recruté à l'IRT Tanger. Effectivement, vous avez parlé d'appuyer des choses certaines du patrimoine marocain, le couscous marocain, le zélige marocain, j'appuie bien sur le marocain. Et finalement, pour éteindre un peu les craintes des Marocains qui parlent des milliards qui ont été investis au Qatar, avec tout le respect que j'ai pour ce pays, ce n'est pas un pays de football. Sur le championnat qatari, même s'ils ont des stades modulables, mais on parle de milliers de personnes. Quand on voit l'impact que ça aura sur le football marocain, moi, je compare souvent le Maroc à l'Allemagne de 2006, qui a organisé la Coupe du Monde. Il y a un avant-après. Avant, le championnat allemand n'était pas très attractif. Après, avec les stades, on a eu une vraie attraction. Donc sur le football marocain, moi, je pense qu'on va dépasser nos amis égyptiens et sud-africains dans les prochaines années. Et au niveau national, toutes ces infrastructures vont être très, très bénéfiques. Et comme vous dites, il y aura un avant, un après. On est dans le 4 stades. 3 à taille humaine et 1 à 60 000. Je pense qu'au niveau mondial, je ne connais pas de pays qui a 4 stades de classe internationale dans sa capitale. J'en connais pas. Merci. Angleterre. Oui, mais l'Angleterre, ça, c'est particulier. On va finir le meilleur pour la fin. Fatoumata Nouachamo, quels sont les chantiers prioritaires pour que le football devienne un levier majeur de développement en Afrique sur les 10 prochaines années? À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord remercier Will qui m'a cédé sa place. Et c'est très difficile d'être sur le banc de touche parce que je pensais qu'être la seule femme, j'aurais eu la priorité. Mais je vois qu'on est dans le temps additionnel et donc je vais essayer de résumer ce que j'avais à dire. Peut-être pas aller dans le sens de votre question, mais faire un résumé de ce que vous avez dit les uns et les autres, parce qu'au début, le thème, c'était au-delà du jeu, le football étant un catalyseur du développement économique. Je suis Fatoumata Nouachamo, directrice pays de Fly Gabon pour le Cameroun et le Nigeria, fan de foot. À mon époque, on n'avait pas les femmes dans le foot, mais mon âme, c'est le football. J'adore le football. Mais je suis passionnée d'aéronautique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les activités que vous avez autour du football, sans l'aéronautique, vous n'existeriez pas. Toute compétition, il faut bien qu'on puisse transporter les joueurs, les coachs, qu'on puisse les ramener. Mais le football, au-delà du stade, en fait, c'est un levier, un catalyseur sur le développement économique de tout pays. Pourquoi? Parce qu'on a l'aéronautique, puisque vous nous créez du business. Et derrière cette aéronautique, c'est des milliers et des milliers d'emplois, donc qui ont les possibilités d'intégrer des jeunes. Mais il y a aussi le secteur de l'hôtellerie, parce que quand vous voyagez, vous arrivez, vous devez dormir quelque part. Et dans ces hôtels, c'est aussi des milliers et des milliers d'emplois, parce qu'il y a l'industrie du textile, la fabrication, la gastronomie. Et on a aussi le tourisme. Et malheureusement, on n'essaye pas d'associer ça autour de ce football-là, alors que rien qu'un championnat, c'est déjà du tourisme sportif. Parce que quand des nations viennent pour une Coupe d'Afrique des Nations, je vais prendre le cas du Cameroun, on avait 24 pays. Et donc moi, j'avais initié un salon qui était exclusivement dédié à la promotion des sites touristiques des pays qui participaient à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça faisait qu'à travers mon programme Aviatour Meetup African Expo, j'avais invité les ministères des tourismes des pays participants à venir exposer les différentes destinations d'attractivité. Et ça, je pense que le football peut-être ne se rend pas compte, mais le monde entier, dans le foot, on n'a pas la politique, on n'a pas la religion. Ça fait qu'on s'exprime au-delà du talent, de nos diversités, qui en fait devraient nous faire découvrir nos différences, nos similitudes et promouvoir nos cultures. Donc, je pense que le football, au-delà du stade, nous apporte la possibilité de développer cette économie-là qui touche tous les secteurs. Et donc, je pense que comme je suis la dernière et qu'on a excédé notre temps, je voudrais dire qu'au-delà de cette salle, on peut échanger, on peut partager. Mais oui, le football, ça nous fait rêver, ça nous donne la possibilité et ça génère et booste nos économies. Merci.
Merci. Je tiens à souligner que vous n'étiez pas sur le banc de touche, mais vous êtes la star. Le buteur, c'est celui qui marque le but. En tout cas, Le but de la 95e minute. c'est le meilleur. Merci. En tout cas, comme je vous ai dit, le meilleur pour la fin. Et j'étais ravi de partager avec vous ce panel. C'était vraiment très intéressant. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Et juste un mot, merci. J'espère juste qu'on aura la possibilité de tous revenir pour cette CAN. Parce que le Maroc, on l'attend. Vous nous avez fait rêver à la Coupe du Monde. Et on doit être là pour cette fête. En tout cas, vous êtes la bienvenue, mais à une seule condition, qu'on la gagne le 21 janvier. Ça, il faut négocier avec la Côte d'Ivoire. On a rendu service à la Côte d'Ivoire en 2023, donc vous devez nous rendre l'ascenseur. On sera là. Peut-être qu'un autre pays africain montrera son talent. Bon, en tout cas, nous, on sera en transition. Le 21 janvier, elle sera là. En tout cas, merci. Si vous avez des questions, allez-y. Sinon, en tout cas, j'étais vraiment ravi d'échanger. Vraiment, c'était sincèrement très intéressant. J'en ai fait des panels, mais celui-ci était vraiment intéressant. Je voulais vous remercier un par un, vraiment. C'était vraiment très agréable et je pense que le public a dû apprécier. Et merci encore.